Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Laurence, que j'ai connue il y a très longtemps, dans un café, je crois. Oui. Et puis, elle a été, je ne sais pas comment, on s'est reconnecté sur LinkedIn. C'est un miracle, parce que j'aurais complètement perdu le fil. En général, je ne fais jamais 2 fois. Mais comme j'ai reconnecté avec toi, et je me rappelle que lorsque je t'avais rencontré, j'étais sur la chaîne de Berkeley, parce que je n'enregistrais plus sur San Francisco. Et alors, on avait fait dans un café. C'était sur Fillmore. Sur Fillmore. Ça s'appelait The Royal Coffee. Et qui a fermé. Je pense que c'était... Oui, c'est fermé. Oui, ils ont fermé et ça a été vendu à une chaîne d'habits. D'habits, oui. D'accord. Donc, Laurence Mazzoni, c'est la même. En fait, elle est même plus jolie maintenant. Après combien d'années? Après 8 ans, 10 ans. 10 ans. Oui. Oui. Ben... Et... Contrairement à moi, moi j'ai grossi, j'ai au moins 10 pounds de plus et elle par contre elle a gardé cette taille de jeune fille. D'accord. Donc pour revenir à elle, c'est Laurence qui est quelqu'un qui travaille ici, n'est-ce pas? Oui, à San Francisco. Et qui fait quoi? Alors en ce moment je travaille dans 2 alliances, une alliance à Berkeley et à l'alliance de San Francisco où j'enseigne le français et le cinéma. D'accord. En langue française et en langue anglaise. Donc tu fais un peu comme le show, d'abord en français et après en anglais? Oui, on dirait, oui, exactement. Donc c'est bilingue comme mon show. C'est ça. Ouais. Ben moi, je faisais d'abord tout en français, il y a quelques années. Puis tout d'un coup, j'ai dit, bon, les gens me demandent de quoi je parle, autant expliquer dans une deuxième partie le même interview, plus ou moins, pour qu'ils savent de quoi il s'agit. Comme ça. Alors au départ, ces classes étaient des classes qui étaient destinées à des francophones, des gens qui parlent français assez couramment quand même. Donc, parce que c'était un niveau assez avancé, les classes étaient... le niveau était assez élevé. Et maintenant, il y a beaucoup d'élèves qui se sont intéressés, qui s'intéressent au cinéma français en tant que culture française et cinéma français, des cinéphiles, et qui ne parlent pas forcément la langue. Et du coup, on s'est intéressé à faire un mélange, c'est-à-dire... une classe qui est en anglais avec du français. Donc je viens entre les 2 langues en fonction des questions, en fonction des besoins, de la connaissance de l'histoire du film, par exemple. D'accord. Tu enseignes l'histoire du cinéma? Alors, l'histoire du cinéma, c'est thématique. Par exemple, tu as dit l'histoire du film, d'un film en particulier. Oui, pour retrouver l'histoire du film en particulier. Du film que vous avez regardé. Voilà. Mais sinon, oui, tous les thèmes sont variés. On part pas de la nouvelle vague. Cinéma. Ce n'est pas l'histoire du cinéma. Il y a aussi l'histoire du cinéma. J'ai enseigné l'histoire du cinéma français, c'était une classe qui était assez Donc, c'était... ça a commencé Black and White, c'est ça? Voilà, on a commencé avec Méliès. Black and White, oui, c'est ça. Et puis après, on a évolué avec toute la période du réalisme poétique, qui est entre les deux guerres, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Okay. Après, le cinéma durant la guerre, ce qu'ils appellent le cinéma de Vichy, qui était un cinéma assez particulier. Et après, il y a eu toute la période d'après la guerre, qui était un éclatement du cinéma français. Il y a eu plein de films. Il y a eu plein de films, et surtout tous les genres sont sortis, et dont notamment la nouvelle vague. Donc c'était avant, si tu veux vraiment aller en arrière, c'était Samson au début, c'est ça? C'était Charlie Chaplin, le cinéma muet. On regardait beaucoup de films muets, enfin de petits courts-métrages. Comme Méliès. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il n'y avait pas assez d'argent, et puis les films étaient très très longs justement parce qu'il n'y avait pas le besoin du son, parce qu'on utilisait de la musique. Ah bon. Alors les films pouvaient être comme à Belgance, on pouvait avoir des films qui duraient 3 heures. Quoi. Des mimes? Plus ou moins? Oui, c'était quand même tiré du physique, évidemment. Il y avait beaucoup d'exercices de pouvoir... de visage, de faciès, on utilisait beaucoup de grimaces, mais aussi c'était très, très physique. Et pour exprimer l'histoire. Et il y avait les fameux textes, les intertextes qu'on voyait. Il y avait les textes? Intertextes, c'est-à-dire qui étaient... entre les images. Oui, je me rappelle de ça. Et maintenant, tel et tel entre dans la salle. Voilà, et hop, on voit le film. Et alors là, c'est vrai que c'est très, très burlesque. Ça vient du burlesque. Donc il y avait beaucoup d'editing. Il y avait énormément de montage et c'était fait par des femmes. Ah ouais? C'était fait par des femmes. Incroyable. Avant que ça devienne une sorte de
de cinéma mania, là, de quelque chose de reconnu. Et maintenant, contrairement à ce que je fais, j'édite jamais, moi. Ah non, les femmes, c'était la petite main-d'œuvre du cinéma, c'était la gente féminine. Ah bon, moi, j'utilise pas l'editing parce que d'abord, j'ai pas la patience. Et puis, j'essaie de faire en sorte que tout ce que je fais ici n'a rien à avoir à couper, c'est-à-dire est intégral. Voilà, ça se passe en une seule fois. Voilà, il n'y a aucune raison de couper. Voilà, donc tu ne seras pas coupé. D'accord. Si on veut utiliser un petit peu d'humour. Donc Laurence, tu as commencé comment? Tu as commencé d'abord, avant de devenir professeur, à faire des films toi-même, c'est ça? Alors, en fin de compte, j'ai fait les Beaux-Arts en France. Ah bon? J'ai fait les Beaux-Arts en France. J'ai commencé avec les Beaux-Arts, mais au départ, c'était des petits films d'animation, là, des claymation, comme on appelait les films à la pâte à modeler à l'époque. Ou alors, c'était des films d'animation comme Walt Disney, c'est-à-dire au papier et à la main levée. Et aussi des petits films expérimentaux. C'est vrai? Mais c'était pas ma formation, finalement. Moi, j'étais plutôt formée théâtre. Hein. Ah ben d'accord. Tu faisais théâtre et un peu de film. Voilà, photographie et puis tout le reste, architecture intérieure. Et tu as laissé tomber la photographie? J'ai pas laissé tomber, mais j'ai mis de côté parce que je voyage beaucoup et j'ai pas de studio, j'ai pas les moyens de vraiment le temps de le faire. Oui, c'est plutôt sur l'enseignement que je me suis un petit peu dirigée. J'aime bien enseigner. Ah bon? Le cinéma. Parce qu'il y a l'interaction avec les gens. Voilà, faire passer les connaissances, les passions. Tu as dit que tu enseignais dans les Alliances. Les Alliances, San Francisco State. Alors, j'ai enseigné à Stanford University. Ce sont des gens qui font ça pour leur passe-temps? Non, il y a des élèves pour leur... Qui ont des crédits? Oui, ce sont pour des élèves qui terminent leur Master 1, Master 2. Ah bon? Et dans les Alliances, tout est varié. Ce sont aussi pour les épanouissements personnels. Et aussi pour l'instruction en général. Il y a des élèves qui viennent pour avoir une connaissance générale sur le cinéma français. D'accord. Donc voilà. Il y a aussi les fameux ateliers, les workshops avec les étudiants au lycée. Ça m'intéresse de plus en plus. La jeunesse. Tu as enseigné dans un lycée? Alors ça, j'ai fait ça en France, oui. Et aussi en Suisse. À Bâle. Ah bon. Mais c'était des petits ateliers de petits groupes d'élèves qui devaient construire des films. En fait, tu as fait tous les âges, en fait. Tu as fait les étudiants et les adultes. Ça va de l'âge de 7 ans. Ah oui? Je monte parce que maintenant, ils sont plus grands. Ouais. Donc, même les petits ont écouté. Avec des petits iPads, on s'amuse à filmer. Alors, ils s'amusent avec des choses très, très simples, des petites histoires à la maison. C'est vrai? C'est le concept du cinéma, c'est-à-dire raconter une histoire. Et ils ont intégré ça dans le curriculum? Visuel. D'accord, dans le curriculum. Donc ça, c'était avec le lycée français. Ah bon, c'est intéressant, ça. Donc, c'était un peu partout, parce que je suis un peu... polyvalente. Oui, donc polyvolante. D'accord, donc tu fais un peu les petits, les grands, les moyens, les high school. Il y a tous les niveaux et toutes les tranches de vie, les tranches d'âge. C'est vrai. C'est ce qui est intéressant finalement. Donc, les enfants, ils apprennent plus vite, non? Ils sont très fascinés. Ils sont curieux. Ils posent plein de questions. Ils sont curieux. Ils ont toute la curiosité qui est en éveil finalement. Oui. Et c'est fascinant. Oui, pour les adultes, ils ont déjà vu. Il y a un peu un côté blasé, même s'il y a toujours une curiosité, mais il y a toujours un côté un peu blasé et puis saturé à cause de l'information qui nous arrive par Internet et qui nous arrive de partout finalement. Et leur projet serait de faire quoi? Un petit film? Les adultes ou les enfants? Les adultes? Alors oui, enfin c'est surtout plutôt la curiosité de savoir qu'ils peuvent faire un film. Ah, d'accord. J'irai pas jusqu'au bout. Ils viennent en classe avec une petite caméra? Non, pas tout de suite. Là, on fait la construction des scénarios. D'accord. Donc, ils peuvent écrire un petit film. Voilà, comment faire un film, un storyboard et monter... Tu peux nous expliquer ce qu'est un storyboard? Alors, un storyboard, en fin de compte, c'est storyboard. Enfin, c'est un mot anglais qui dit l'histoire, le tableau d'une histoire. C'est comme, en fin de compte, on dessine l'histoire visuellement. Ah bon? C'est-à-dire... à main levée, ce n'est plus de l'écriture, c'est un dessin. C'est un dessin. Et pour les gens qui ne savent pas dessiner? On engage quelqu'un, un storyboarder. D'accord. Il y a des professions. D'accord, donc tu fais une histoire en image et après tu la fais en film. Et après, on se sert du storyboard
pour pouvoir mettre en application le côté pratique. D'accord. Et pourquoi faire un storyboard? Pourquoi ne pas filmer direct? Parce que c'est très visuel. Quand on regarde, quand on écrit, quand on dessine un storyboard, il y a l'écran. On dessine l'écran. Okay. Donc il y a la gauche et la droite de l'écran, comme au cinéma avec l'écran. Donc c'est très visuel, ça nous rapporte tout de suite à ce dont on a besoin lorsque on a besoin de filmer. Tu as déjà fait un storyboard toi-même? Oui, j'ai fait plusieurs storyboards pour mes films. Donc, combien de pages c'est un film? Alors, en fin de compte, au niveau du scénario, on compte 1 page, 1 minute. Non, mais pour le storyboard. Alors, storyboard... Combien de photos? Une photo par page? Non, il y a plusieurs photos. Plusieurs photos par page? Oui, il y a une page et nous avons tout un déroulement de photos. De scènes. Ah bon? Bien sûr. Donc, sinon, on aurait un storyboard comme un dictionnaire. Si c'est un film de 100 minutes, oui. Il y a plusieurs photos par page, il y aura 100 minutes, 100 photos multipliées par 6, par exemple. Voilà, ça sera à peu près, si c'est 100 minutes, donc c'est 1h30 à peu près de tournage. Ouais. Bon, ça serait un storyboard assez conséquent, quand même. Donc, c'est beaucoup de photos. Oui. Mais ce sont des professionnels qui font ça. Au niveau professionnel, c'est pas toi une profession. Oui, non. Quand on arrive à un niveau professionnel, on envoie tout. On engage quelqu'un. Oui. Bien sûr. Mais au départ, on commence avec les courts-métrages et on se fait nous-mêmes nos storyboards. 5 minutes. C'est bien. Ouais. Mais est-ce que les filmmakers, les grands filmmakers, est-ce qu'ils utilisent un Ça dépend. Il y en a qui sont attachés. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Par exemple, je pense à Kubrick, oui, il en utilisait parce qu'il était très visuel. C'est très visuel, le storyboard. Ça aide vraiment à mettre sur papier avant de filmer. L'image, l'ambiance du film aussi. Ah bon? C'est intéressant. Il y a des livres qui sont vendus de storyboards de fameux de films célèbres. Oui. Il faut regarder comme dans les librairies. Un homme et une femme ou quelque chose comme ça? Oui, je pense aussi peut-être West Side Story. Ou des films d'action aussi, genre Star Wars avec George Lucas. Il y a le storyboard. Oui, sûrement, ça doit exister. Hitchcock, les films... Je ne me rappelle plus si Hitchcock avait besoin de faire ça. Il y a West Side Story, non? Ah, je ne sais pas. Ça serait bien de voir pour les comédies musicales. Oui, pour voir comment ils dansent et tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup de costumes. Ça, c'est la chorégraphie, c'est encore plus compliqué. Ah bon? Ça, mais... Ouais, il faut faire chaque danse séparément. Là, c'est très... Beaucoup de travail. Ça devient très complexe, là, oui. Ah, oui. Donc, toi, tu as fait surtout des films comment? Alors, des courts-métrages, des documentaires. J'ai travaillé sur des fictions aussi. Enfin, des longs-métrages, pardon. Ouais. Voilà, à peu près un peu de tout. En France, c'était plutôt le cinéma expérimental au tout départ, parce que j'étais aux Beaux-Arts. Donc, mais ici, c'est toi qui fais l'histoire. Tu écris le film. Oui, pour mes films à moi. Quel est Sinon, ton intérêt? Je travaille sur le travail des autres et je n'écris pas le film sur le travail des autres. C'est eux qui écrivent leur histoire. Mais si tu devais écrire une histoire d'un film que tu fais en ce moment, quel serait le thème? Je reviendrai toujours à l'enfance parce que c'est un thème qui m'a toujours fascinée. Donc ça concernerait peut-être une histoire de jeune adulte ou je ne sais pas. Mais oui, j'utiliserai la jeunesse, c'est sûr. D'accord. C'est pour moi le point le plus important. C'est ta biographie? Ma biographie, je ne sais pas. Peut-être je m'influence de ce que j'ai vécu. C'est sûr qu'on se retrouve toujours... on veut se retrouver dans nos films. Mais aussi, c'est le regard que je porte autour de moi, au monde. D'accord. La jeunesse m'intéresse. D'accord. Donc, tu aimes les teenagers, tout ça? Oui, j'aime les jeunes adultes, les enfants, les teenagers, les difficultés, Et tu fais une petite histoire? Et j'essaie de trouver un thème. D'accord. Ou quelquefois, c'est quelque chose que j'ai lu dans le journal ou qui est arrivé. Et tu as fait une petite histoire? Et on écrit une petite histoire, et voilà. D'accord. Et tu as un film que les gens peuvent voir quelque part sur YouTube? En ce moment, non. Ah, on est en écriture. Il n'est pas en YouTube? Non, pour l'instant, il y a rien. Même les petits films? Ah, les petits films, sûrement. On peut te trouver? C'est sans doute les anciens films. Mais est-ce que tu les as digitalisés? Oui, je pense qu'ils sont peut-être... mes si élèves, on tape ton nom, on te trouve? Je pense. Si mes élèves ont dû le faire. D'accord, mes élèves ont dû le faire sur YouTube. Ouais, avec les premiers films. Et sur le travail des autres aussi, on me trouvera sur le travail des autres. Donc là, c'est différent. Et ta chaîne YouTube, c'est Laurence Mazzoni?
Alors là, je ne sais pas, sûrement, parce que ce qui se passe, c'est que ce sont les élèves qui ont fait ça. Donc, ils t'ont mis... J'en ai un en particulier qui s'est occupé de ça. Maintenant, il travaille à Berlin. Donc, il t'a créé une chaîne. Oui, sûrement qu'il m'a mis sur Vimeo. Il faudrait regarder. D'accord. Et il l'a pas mis sous son nom, il l'a mis sous ton nom. Non, il m'a fait le site parce que... Bon. Ben, c'est bien, au moins tu peux y ajouter d'autres. C'est ça. Mais il faut trouver le password, c'est ça? Oui, c'est ça, il faut tout retrouver. Mais il faut le contacter, c'est ça. Oui. Non, mais ça va, je suis en contact avec mon petit... Ton étudiant. Oui, mon étudiant, je l'appellerais plutôt... Il y avait un nom en français, j'aime bien ce nom-là, mon pupille. Ah, ton pupille. Mais toi, tu es le mentor. Voilà. Tu es le mentor? D'accord. Et il a pu faire un film. Oui, lui, en fin de compte, il a même été à l'école de cinéma à Madrid. Et parce que bon, je l'ai un peu formé au niveau de la caméra, du son, la mise en scène, les prises de vue, et puis etc. il a aimé ça. Et il a aimé ça, ça lui plaisait. Alors il faisait plein de petits films quand nous étions en France. Okay. Et il est allé à la Septima Arts à Madrid. Il a fait, je crois que c'était des études de cinéma. Et puis ça n'a pas duré longtemps, c'était des études courtes. Et après, il est parti à Berlin. Et il était stagiaire ici et là. Et maintenant, il travaille pour une chaîne de télévision à Berlin. Je ne me souviens plus le nom de la chaîne. D'accord, c'est bien. Donc c'est bien. Hein. Toi aussi, tu peux travailler pour une chaîne de télé. Voilà, ça serait bien, peut-être, je ne sais pas, on verra. Ouais, plus tard, si ça t'intéresse la télé. Parce que le film c'est et quand la même télé, très différent. Hein, c'est très différent. Hein. Le cinéma, c'est quand même une passion. Oui, la télé, tu peux faire un programme en 1 heure, mais un film, il faut plusieurs heures pour le faire. Oui, il faut même plusieurs semaines, plusieurs jours. Hein. Un film se constitue... c'est une histoire. L'écriture est très longue déjà au départ. Ah, ok. Et puis c'est une histoire. Et c'est une histoire. Sauf si on fait un documentaire. Même si c'est un documentaire, c'est quand même une histoire dans le documentaire. Ah, parce que tu dois aller plusieurs années plus tard et filmer ce qui s'est passé. Oui. Et ou alors ce sont les entretiens, les interviews, sur plusieurs années. Voilà, donc c'est beaucoup de recherche. Oui, et quelquefois il nous manque des éléments, il faut retourner sur place, sur le terrain, pour réinterviewer les personnes. Il nous manquait quelques éléments, donc c'est pas si linéaire que ça finalement un documentaire, mais c'est un autre domaine. C'est aussi très fascinant le documentaire. Ah oui, il faut retracer l'histoire, c'est ça un peu? Il faut retracer l'histoire et il faut quand même que ça se tienne. Après, il y a des documentaires artistiques un petit peu différents qui sont par exemple, moins linéaires. Quand tu parles d'artistique, si tu fais un documentaire sur Picasso, tu dois trouver des photos de lui quand il était jeune et peut-être interviewer sa femme, sa fille, c'est ça? C'est sa famille. Hein. Sa famille. Des gens qui l'ont côtoyé. Des gens qui l'ont côtoyé, puis tu mets des photos de lui à nouveau, tout ça, et tu fais un documentaire. Et puis c'est peinture, bien sûr. Voilà, un exemple. Et c'est quotes, c'est tout ça. Avec une narration, voilà, une voix off. Ouais. Mais il faut trouver toutes les photos de lui au fur et à mesure des années. Voilà, c'est ça, il faut avoir des permissions aussi. Ah, ça c'est une autre histoire. C'est pas donné. C'est pas donné dans le sens que ce n'est pas gagné, surtout. Même si tu vas pas faire de l'argent avec, c'est pas donné. Disons que c'est toujours très délicat d'approcher les gens pour leur demander des photos ou de fouiner dans leur vie, quoi. Donc il faut vraiment déjà avoir une bonne raison et un bon contact avec les personnes. Il faut que les gens soient intéressés de le faire. Voilà. Soient intéressés de le faire. C'est toujours la même démarche, elle est délicate. Hein. Quand on va demander quelque chose à quelqu'un, il faut avoir une connexion. C'est ça, il faut avoir aussi l'art et la manière de le faire. Puis il faut avoir un bon sujet, je pense, au départ. S'il y a un bon sujet, je pense que la personne sera intéressée et participera oui, il y aura une participation. Surtout si ça n'a pas déjà été fait. Voilà. Si un artiste n'a pas encore été mis sur documentaire. C'est inédit, voilà. Bon, ils ont fait le film de Van Gogh, ça a coûté des millions de dollars, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ce genre de film. Yves Saint-Laurent, par exemple, le documentaire. On lui a fait, ça a coûté très cher. Il y a un documentaire qui est formidable. Hein, et il y a 2 fictions qui ont été faites. Dont une en particulier que j'apprécie plus que l'autre. Mais c'est pareil, c'est très difficile de faire un documentaire. Tu es allé voir son expo au Diang? Oui. Ouais, alors j'ai filmé son partenaire. Ah bon? Ouais. Ça pourrait faire partie d'un documentaire parce qu'il parle de lui. Intéressant. Enfin, il a fait la biographie de Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent est mort d'un cancer et tout ça. Waouh. Oui, c'était assez intéressant. Je ne sais pas si son partenaire est toujours vivant parce qu'il était très malade quand il est venu à San Francisco. Il pouvait
après son speech, il est retourné à l'hôtel pour se reposer. Ça veut dire qu'il est âgé. Oui. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Oui, non, je pense que... Comment il s'appelle déjà Berger. Ah oui, Berger. C'est lui qui a parlé pendant 1 heure de Yves Saint-Laurent. Mais enfin, c'est une histoire assez intéressante. Enfin, j'ai filmé, moi, tout. J'ai filmé l'expo, tout ça. Mais si je trouve la cassette, je vais la mettre sur Internet. Donc, voilà. Donc, tu as fait combien de films, en fait? Tu as fait plusieurs? Plusieurs, oui. En comptant les petits en France. On va tous les mettre sur l'Internet, alors? Il y en a qui sont même pas... Il y en a qui sont encore sur bobine de film. Il y en a il faut les transférer, il faut les transférer. Super 8 et 16. Eh ben, il y a une compagnie qui... Oui. Denevy, South of San Francisco, qui transfère pour toi. Tu n'as pas besoin de faire le travail. Parce qu'à l'époque, on devait le faire nous-mêmes. On le faisait nous-mêmes. Je me rappelle quand j'étais sur le campus, on le faisait nous-mêmes. C'était assez laborieux. Hein. Oui, non, tu le outsources. D'accord. Maintenant. Tu peux aussi le donner à archive.org. Ils te transfèrent. Ils ont tout ce qu'il faut là-bas. Parce que là, oui. Ils sont sur Funston. D'accord. Si tu veux digitaliser tes films. D'accord. Et puis, après, ils mettent ça dans leurs archives. Dans leurs archives. C'est bien. Oui, c'est un but non lucratif. Donc, c'est avec des grants, c'est des donations. Mon show a été et aussi sur leurs archives. Hein, parce que mon show, il a 29 ans. Donc, ah oui. Il y a les archives. Déjà. Mais je suis en train de digitaliser en ce moment de 87 à 2000. Quand avant, c'était en VHS. Ça, ils l'ont pas, parce que c'était pas encore digitalisé. Et oui, c'est ça. J'étais pas encore sur l'Internet. Oui. Donc, la seule partie qu'ils ont pu mettre sur leur archive, c'est de la partie qui était déjà sur le site. Donc ça, ils font des updates. Mais tout ce qui a été fait analogue n'est pas sur leurs archives encore. Bien qu'en ce moment, je suis en train de le faire. Ah, waouh, c'est incroyable. Mais alors, quand on regarde le site... French American TV. Oui, on ne peut pas retourner dans les années 90 encore, si. Ça s'appelle French in America. C'est différent. French in America. Alors, au fur et à mesure que je digitalise, je les mets sur French in America. D'accord. Je viens de mettre, je ne sais pas si tu te rappelles, Marcel et Henri, oui. Tous ces gens qui n'existent plus et qui sont maintenant des archives. Oh là là. Je me demande même si celle que tu avais faite il y a 10 ans, si tu l'as encore quelque part. Sûrement. Je l'ai quelque part, mais je ne sais pas où. Il faut que je trouve la date. Mais elle était déjà en mini-DV, ce qui est digital. À l'époque. C'est pas en analogue. C'était sur une mini-DV. Donc c'est sur une petite cassette. Une petite cassette, oui, je me rappelle de ça. Mais pour la mettre sur l'Internet, c'est une autre histoire aussi. Non, c'est pas évident. Hein. Oui, c'est tout du travail. Hein, il faut les faire une à la fois. Une à la fois. Ouais. En ce moment, je fais les VHS. Parce que c'est pareil. Moi, j'ai des films qui sont faits sur Super 8, sur 16 mm, sur VHS et sur Beta, Super. Voilà, VHS, c'est facile. Tu mets ça sur le VCR et tu transfères sur un disque dur ou sur YouTube. Voilà. Ça, c'est facile. La même chose pour l'autre. Il suffit d'avoir le player. Ce qui est plus complexe, je pense que c'est la pellicule, finalement. La pellicule, oui. Parce qu'il faut avoir la machine pour le faire. Voilà. Et pas tout le monde a la machine. Il y a une projection, quand même, non? Il y a une sorte de projection. Il faut trouver quelqu'un qui a la machine pour le faire. Je suis sûre qu'il y a toujours une machine quelque part qui existe. J'en suis sûre, moi aussi. Parce qu'ils n'ont pas tout jeté, quand même. Non, c'est pas possible. À l'époque, on les faisait, les transferts, on les faisait à Action Camera. Ah, d'accord. Il y a toujours une compagnie qui a l'équipement. Ouais. Et plus c'est rare, plus ils te font payer. Oui, c'est normal parce que c'est le monopole, ce sont les seuls qui restent. Voilà. Incroyable. Donc, archive.org, ils ont le bêta, le VHS, le mini-DV, mais ils n'ont pas le rôle. Ça, c'est un peu plus rare à trouver. C'est plus rare, l'Acme. Mais c'est pas impossible. Ce qui est possible de faire, par contre, c'est de le jouer sur un écran et de le filmer avec du digital. Mais c'est pas la même... ça sera la même précision ou on va perdre quelque chose quand même au niveau de la précision, de la clarté, de la densité. La densité. Oui. Ça dépend si tu Parce qu'il y a un espace quand même entre... Mais si tu filmes avec une caméra qui est high definition, tu devrais capter l'original. Oui, il faut avoir la caméra. Mais il faut avoir la caméra pour le jouer. Oui.
pour jouer le film que tu as sur petite cassette. Ouais. Et puis projeter. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire, oui. C'est tout un travail technique, mais c'est pas impossible. Donc, bon, ça c'est pour revenir sur le sujet. Si on veut faire tes archives, si tu avais un film, il faut les Ça sera mettre. sans doute un pupille, enfin... Un étudiant jeune, qui oui, le fera. Ça, oui. Et tu lui donneras des crédits. Voilà. Ouais, ça serait... Ça, c'est ça. Ça m'intéresserait plus de travailler à 2 là-dessus que d'être seul à faire ça. Oui, parce finalement. que San Francisco State, ils ont l'équipement. Et puis sur un œil jeune, aussi un autre œil. Hein. Il y a D'accord. toujours des idées un peu différentes qui arrivent, qui émergent. Et moi, je suis toujours ouverte aux nouvelles idées pour arranger Oui, si un les choses. étudiant veut prendre le projet, pourquoi Voilà. pas. Et puis ça lui fera Ça son m'intéresserait PhD. PhD sur Laurence Mazou. Oh, je sais pas si ça sera un PhD, mais au moins, Un master on aura les films. que tu as fait. C'est surtout D'accord. ça, oui. Bon, alors tu dis qu'en ce moment, tu es en train d'écrire un film. Ah non, en ce moment, non. Je suis en train de lire un scénario pour un jeune homme qui est à Paris et qui écrit beaucoup, qui a beaucoup de talent, un réalisateur. On s'entraide entre nous, finalement. Et là, je lis son travail pour lui donner mon avis. Une sorte, pas un script doctor, mais un peu quelqu'un qui donne son avis, qui le dirige un peu dans... Voilà, là, ça marcherait mieux. Là, si tu coupes avant, ça serait mieux. C'est pas assez de longueur. Une sorte de conseiller, finalement. Enfin, ils appellent ça script doctor, mais j'aime pas tellement cette terminologie. Ça fait trop... Pour moi, c'est trop clinique. Ouais. Je préférerais plutôt... même script consultant, je trouve ça bizarre. Mais ce sont les termes utilisés dans le milieu du cinéma. Moi, j'aime bien plutôt conseiller. D'accord. Conseiller, c'est... Des nouveaux filmmakers. Voilà, c'est leur donner notre savoir pour les faire encourager à commencer leur film. et pour qu'ils s'améliorent parce qu'ils ont déjà beaucoup de talent. Ils n'ont pas grand chose à apprendre au niveau technique, hein, ils y sont, hein, mais c'est au niveau de l'écriture, de la fluidité du récit. D'accord. Donc là, tu es un mentor Voilà. plus qu'un prof. Plus qu'un prof. Enfin, il y a combien d'élèves? J'enseigne quand même, donc je suis aussi prof. Donc je suis combien mentor d'élèves dans et ta prof. classe? Combien d'élèves? Ça dépend des classes. J'ai des classes à 6, 7, hein, des fois... C'est quand même personalized attention. Oh oui, c'est beaucoup plus... T'es pas à 30 élèves. Mais... Non, les grosses classes, pour l'instant, j'ai arrêté les grosses classes. Okay. J'avais des classes à 400 élèves à une époque. San Francisco State? Oui, c'était les plus grosses. Hein. Des amphithéâtres remplis. D'accord. On avait des micros, là, comme ça. C'était très intéressant pour le moment donné. Mais après, je ne m'y trouvais plus au niveau de la... One-on-one. Le voilà, one-on-one, c'est important. L'échange, oui. Et on crée plus de liens concrets avec des plus petites classes. On suit plus les personnes après leurs études aussi. Quelquefois, il y en a qui marchent très très bien, la plupart d'ailleurs. Vont s'installer à Los Angeles ou à New York ou repartent dans leur pays respectifs parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas des Américains qui viennent ici pour étudier le cinéma dans des écoles, mais qui sont ou chinois ou turcs, marocains, russes. Il y a de tout. Hein. Et ils viennent ici pour étudier. Après, ils vont faire leur travail dans leur pays. Dans leur pays, ou c'est pour acquérir une connaissance supplémentaire. C'est toujours bien d'avoir plus de fil à son arc. Ok. Et toi, tu es là parce que tu as déjà fait tout ça. Ben, moi, je suis passée par là, par tout ça. Tout simplement, tu es passée par là à l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, et puis après, je suis partie... Pourquoi ça s'appelle les Beaux-Arts et pas l'école du cinéma? Le cinéma est un art. Ça existe l'école du cinéma. Il y a une école il y en a plusieurs en France. Il y a l'école Loup Lumière et la Fémis. Ah, Beaux-Arts, ça inclut tout. Ça inclut la peinture, la sculpture. Les arts complets. Et là, c'est le cinéma, ça fait partie de l'art. C'était une des options dans les Beaux-Arts. Mais au départ, j'ai commencé avec la peinture, la sculpture. Tu as déjà le fait dessin, tout ça? Oui. L'architecture. Donc c'est pour ça que tu peux faire un storyboard. Voilà, parce que je sais dessiner. Ah, d'accord. Donc ça te sert dans ton métier de filmmaker. Moi, ça m'a énormément servi. Et d'ailleurs, j'ai fait le storyboard de pas mal de collègues. Ah bon? Quand on était... de camarades de classe, plutôt, quand on était sur le campus. Ah bon?
Et tu les as aidés. Tu les as aidés à faire leurs photos et tout ça. Bon, donc et tu aussi, pourrais éventuellement devenir un storyboard illustrator. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Ah non, c'est pas ton truc. Tu préfères faire tes propres projets. Oui, je préfère, en fin de compte... ce que j'aime bien faire, c'est vraiment enseigner, travailler sur... Tu aimes les élèves? J'aime le contact des gens. Okay. Mais d'une manière régulière. Alors que le cinéma, c'est quelque chose qui n'est pas trop régulier. Tu vois tes actrices un jour, 2 jours, après tu les vois plus? Oui, par exemple. C'est vraiment quelque chose de très sporadique. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu veux établir un contact un peu plus... constant. Ouais, d'accord. La constance, c'est intéressant. Et puis, d'enseigner, c'est thérapeutique parce que ça te donne l'occasion de communiquer. Oui. Et aussi, on a un échange, on reçoit. Ah, voilà. Ça, c'est important. Parce qu'ils t'aiment, parce que tu leur as enseigné quelque chose. Oui, enfin, j'espère qu'ils m'aiment. Je ne sais pas. Il y en a qui sont toujours très aigris et très difficiles. Ah, mais là aussi, c'est un petit peu un défi d'aller essayer de les réconforter en leur disant qu'ils ont bien travaillé ou qu'ils apprendront mieux une autre fois, qu'il faut qu'ils persévèrent. C'est vrai? C'est ça aussi l'enseignement. Est-ce que c'est graded ou bien non? C'est pas graded. Si il doit faire quelque chose. Oui. Il doit faire un travail. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Donc, il y a quand même un commitment de leur part. Oui. Ouais. D'accord. Ok, donc, on va passer à la partie en anglais parce qu'on a quand même parlé pas mal de 31 minutes en français. En français. Donc, c'est le moment de passer à l'anglais. D'accord. So, we're now going to switch to English for those who did not understand everything. And we have with us Laurence. It's like a name of a man, but with the U. Is that it? That's actually a man's name in the United States with Lawrence, with a W. But in France, it's very much a woman name, Laurence. C'est vrai? And Lawrence of Arabia was a man, no? It was a man, yes. He was a British man with a W. Yeah, so it could be either. But if it's a man, you put a W, right? But I've seen Lawrence with a U here for men, which is really interesting. Yeah. So when people get your name without your photo, they call me sir. Really? That's what I thought. I said maybe people confuse her. But on your Facebook, there's your image. Yes. Okay, so we know she's a woman. As you can see, she has long hair, and she also have. She looks like a woman for sure. So we have Laurence with us today. I met her a long time ago, and at that time I think you were 100% a filmmaker, and now you are 100% a teacher, a mentor. Well, there's not 100 or there's not really percentage. I would say that I'll do a little bit of both. All the time. Most of the time that I will like. Okay, you need to do both. I would like to do both. But sometimes I do more teaching. Sometimes I happen to work on a film shoot. Oh, it depends, It's just really it depends uneven. How you're hired. It depends whatever the call is. Okay, but during summer vacation, you can do films while schools is over. Yes, but I still do summer school. Oh, you do? Okay. That's what I'm doing now. I was teaching before I came here. Okay, and what did you teach? Today we learned New Wave Cinema. Really? We talk about Chabrol. Really? I had a. It was that in the school? Yes. At the academy? It was in San Francisco. Okay. And there was the students, teenagers? No, the adults. Adults, okay. And we talk about Chabrol, the New Wave Cinema, and the emergence of the New Wave Cinema, and the impact of the New Wave Cinema in the world cinema. Was it a one-time workshop? No, it's continuous? it goes on and off. We switch subjects between. It's French cinema, but specifically New Wave Cinema today. Okay. So is with the Academy or with... No, this is with the Alliance. With the Alliance, yeah. Okay. And next week we will do Truffaut. Okay, so you pick the topic? Oui. Yes. Yes, sorry. And you teach in English? Oh, yes. Because most of the members are Americans? Yes. I heard 90% are Americans. I thought more would be French. 90% of the members of the Alliance are Americans. This is true. Yeah, it's because incredible. it is geared toward a French-speaking audience.
Yeah. Not necessarily a French But audience. I would think that more French people would be members. It's only 10%. And then not only Americans, they also are from all over the world. Okay, yeah, that's true. But the percentage of French is very small. Very little. So the French people don't support the Alliance? They don't, I think they don't know sometimes that the Alliance is here. Oh, okay. You know, it's such a... And plus, they already know French. Yes, they do. So why become a member of something they already know? They already know. So the Francophiles are members. And that's why you teach in San Francisco and in Berkeley. Okay. And then the French class is where they learn how to speak it. That's correct. Okay. And you can do that too? And I do that too. Yes. Okay. That's what I like to teach. You're bilingual. Teach everything. Yes. That's good. French language, French cinema. I coach for actors also. And who's the director now there? Pascal Lederman. Oh, still? He has been there a while. On and off. On and off, okay. No, because he came on our show a long time ago and he was himself a teacher. I think you should hire him. You should ask him to come. Again? Yes. No, only one time is good. Ah, okay. Because there's so many other people to interview out there. So I give everybody a chance to appear on the show. The reason I invited you is because last time we did in the cafe, because I was out of the studio for a while. And I remember the cafe interview. Yeah? Okay. Yeah. Well, I couldn't believe you played along with it, because at that time I had an issue with the director of the channel and I could only film outside of the studio. Yeah, I remember that. And then I came back to the studio. And you had your sound guy with you. Yeah. And we were in the cafe, they were so loud with the coffee machine. Yes, but, it still went on the air though. In Berkeley, because I became a member of Berkeley for 5 years. And because I had an issue here. And so, but then when the management went to BAVAG, then I came back. Ah, super. Yeah. But I've been producing this show for 29 years. That's a long time. I know. You should have the anniversary soon. Yeah, 30 years. 30 years. Yeah, we could do a party at 30 years. There's plenty room here to do that. No, the thing is, I have a history of the French people who came to San Francisco, like Jean de Léage. He's now passed. And so many people I look in the archives, they don't exist anymore. No. What happened to the man that used to run the Café de la Presse? Because I did an interview on him too for TV5. Oh, really? I don't know if he's still alive. But I did have the old man. Yes, but I did have his son on my show. Ah, interesting. When they had the bookstore. Yeah, his son talked about the bookstore. Interesting. Because his mom is Francophile, but she said, I'll send my son. But, yeah, I know the history of these people. They sold the cafe. And where did they go? I don't know. They closed the bookstore. I interviewed him back in 2000. Wow. And 2001. He was already in his 70s. And he told us the whole story. I have it somewhere. I doubt he's still alive in 2016, if he was in his 70s in 2000. But yeah, I was surprised that he bought the actual cafe. Yeah, I did go there, see him in person with his wife, eat. And I said, do you want me to do a video of your chef or anything? And it never did happen. But I did a show at the Café de la Presse a couple times when they had events. So Café de la Presse does appear on my archives. Café de la Presse is in the archives. It's been there forever. Yes, it is. I always knew this place. It is in my archives when you used to have the magazines, remember? They don't have that anymore. Oh no, that was nice. I like that. We could buy French magazines. I mean, a lot of things have changed over the owners of the cafe. But anyway, they are in my archives, thank God. But so many people. Who else did they? Miss Selmani, he used to have Axis Gallery. He's now in Japan. We had all kinds of people. But it's funny when you look back, 1987, 88, all these years, a lot of people don't either went back to France, like the director of the Exploratorium was French. Oh.
So I don't know what happened to him. He probably went back to France. I didn't know that. Mm-hmm. He was the executive director of the Exploratorium. He came on the show, yeah. Wow. But it's interesting how people come and go. A lot of people also went through for 3 years contract in America and then went back to France. Especially the teachers, all those. Engineers too. Engineers, they don't stay. 3 years and then we don't see them again. No. So I don't know who's still alive, who's not still alive. It's impossible to track. Only when I type their name online, I can see Marie Galanty, she passed. You remember her, Journal Français d'Amérique? Wow. She died of cancer. Wow. But she was a big figure in San Francisco for a while. Remember with Anne Perrochon, they did le Journal Français d'Amérique. You remember that? And then they did the magazine, France Amérique. Who's doing the French district? That's a young man. The young man. It's a new venture online. Oui. It is not printed. Marie Galanty did the printed matters that you could buy at the Café de la Presse. Oui. Yeah. That was like a gazette or something. Yeah, it was like a gazette. I kind of like the gazettes. And Perrochon, her partner, did the history part of the newspaper. She's still alive. But and then there was also for the antique store, there was a lady, she had a huge antique store. I forgot her first name. So in San Francisco, and then when she passed, they closed the antique store. Yeah, so there was a lot of people came through. They had businesses established until they either passed or closed. I wonder what happened to all those businesses if it's still to the antique store. She probably closed it or sold it. Like once a year, she would do an open house for the designers. She would have interior designer. They would buy antiques, and she would invite about 3,000 of them, and it was packed. It was packed. So her name will come back to me. But she was great. I mean, she supported the community. She was my sponsor. She was great. So anyway, so many people passed, and it's good that I kept a history of all these people. I could do a documentary of all the French people who came. I think you should. You have enough material. You have a lot of material. I have a lot of people who came and went. It's about the Bay, right? San Francisco is on the Bay. It's the whole Bay, but since I live in San Francisco, it's San Francisco. But once in a while, like you remember Couscous Royal in Berkeley closed, but the owner is still alive. I mean, he's now the director of the Bilingual School of Oakland. It's a charter school. He came on the show, and I taped his restaurant in Berkeley, Couscous Royal. And then there was a singer there who was a French singer. I don't know if he's still in the Bay Area. I mean, there were so many people. But anyway, to go back to you, so you are a teacher, a filmmaker, and do you maybe coach one-on-one? In French or in English? Do you do a one-on-one coaching if someone wants to be a filmmaker? Possibly. Yeah, it's possible. Yeah, so everything's possible. Because I'm always coaching open to is new so things. So à la mode in these days. People that want their one-on-one attention. Coaching is getting to be a huge business. I'm all open to that. Oh, you are? Okay. Yeah, if you put... If it's to show somebody something that I can convey, then that I can do, then why not? Yeah. One-on-one could be, they can pay by the month this way. For sure they're going to be with you a month. Or they can pay by the quarter. Okay. Yeah. Oh, okay. So, but one-on-one is super popular because people don't have time to go to a classroom at a certain time. It's same like personal trainer, for exercise. Yes. The client pick the time. So for people who are very busy, one-on-one is the solution because they pick the time. I did that with a student for French, Doctor Without Border. Oh, he did a one-on-one with you? She was preparing the exam to be selected. She was the doctor, and she wanted to go to Africa. And she wanted to film. And I did that with her, and she went. Yeah, and she took her camera and everything? She took everything, and she spoke French too. Yeah? Because we worked on the French aspect.
She spoke both languages. Not at the beginning. We had to work on that. She was more intermediate. Intermediate French. And after she was better? She was better. She was like... She wanted to do the documentary in French? I don't know. I think it was to work. Oh, to work. To work with over there. Okay. And they need people who speak French in certain African countries because that's true. Nobody speaks English or they speak so that helped her also in her language. Yeah, so you helped her with the film part and the language part. And then there was another woman that I helped, but it's not really about film, but it's about literature and transcript for medieval manuscript. That was really challenging for me because goes back to do research. And it was the language of the between the 11th and 14th century France. Oh, now it come back to me her name. Concaré Antique, remember? Concaré, Conquaret. No. I don't know if it was Michel Concaré or something like that. But anyway, it came back. Yes. Ça revient. Yes, ça revient, les noms. Ouais. Il suffit de s'imaginer l'image de la personne. Et après, ça revient. Le nom vient, oui, c'est drôle. Mais ça prend... It takes a little time. Oui, c'est comme un ordinateur. Plus tu vas loin, plus ça prend du temps d'aller loin dans les archives. Looking for datas, like recalling datas. Ah, c'était Evelyne Concaré. Voilà. Evelyne, maintenant je suis sûre du prénom. And she did sponsor my show. She was awesome. And she thought it was good for me to tape her events. And her antique store was actually also an art gallery. It was all the art of the French Where people. was the antique store located? Do you remember? Just around here. It was south of it was Market. Local here. Yeah, it was right here in the Potrero. Oh. Yes, Evelyne Concaré Antique. And she would import all kinds of stuff from France. So I'm glad I remembered her name. I don't remember the guy name from Le Café de la Presse. I forgot his name. It doesn't ring a bell to you? I mean, I interviewed him for TV5 and you don't remember his name? 2001. It's hard. Yeah, I remember his wife very well. I know what he looks like. She was Francophile, yeah. Anyway, go back to you. So thank you so much for being here. Looks like we have introduced you. Can you tell us, maybe because we have so little time left, how people can look you up? So you are on LinkedIn and Facebook, I guess if they Google my name, just your name, a whole bunch of things would pop out. Yeah, I have a Vimeo account with the films, some of the films, not all of them. Okay, and it's Laurence Mazoumi film, for example. I think you just type my name. It will appear, and soon they will see also this interview. That'll be interesting. That would be good. That'd be good. Right. Well, thank you so much. I know there's so much. Thank you for inviting me. Yeah, there's so much more to be said, but yes. We did say a few in French and a few in English. Thank you. Thank you. Bye bye. I don't know. You ask.